plaisir pour nous d'accueillir ces éminents conférenciers, ces grands interprètes des problèmes de notre temps. Aujourd'hui, nous avons amené cette problématique sur la table pour la simple raison que la mondialisation nous préoccupe au quotidien. Nous imaginons un petit village en Afrique qui produisait du mil et un beau matin, on leur dit que pour se développer, il faut produire du coton. Ils se mettent à produire du coton et un beau matin, il manque de mil. Et il faut désormais importer le mil. Ça, c'est une manifestation de la mondialisation. Et un beau matin, ceux qui viennent leur vendre le mil ne sont pas au rendez-vous. Ils vont dormir affamés. Nous imaginons un village au Québec qui importe de l'eau minérale, et qui commence à ne plus boire l'eau de robinet. Et un beau matin, Hydro-Québec ne trouve plus l'utilité de produire assez de grandes quantités d'eau potable à travers nos robinets, parce que tout le monde boit de l'eau minérale. Et un beau matin, cette compagnie chinoise décide de quitter le Québec. Qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est vraiment une présentation imagée de ce que peut être la mondialisation, si on y prend garde sur ses répercussions, et bien sûr du mauvais côté, qui peut arriver un beau matin. Ceci dit, la mondialisation économique, c'est aussi l'incapacité de nos municipalités à se prendre en charge parce qu'il y a des conventions internationales qui les lient. La mondialisation politique, c'est aussi cette obligation des pays en développement de suivre des lois dictées par le consensus de Washington. Voilà un résumé brossé en tant qu'étudiant de ce que je comprends du thème. Mais, comme je vous l'ai dit, des grands interprètes, d'éminents conférenciers vont nous éclaircir sur ce thème. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup. Donc, vous avez déjà pas mal présenté le thème de la conférence, mondialisation et autonomie locale. Je présente rapidement pour la forme nos conférenciers. Hervé Kempf, donc journaliste au journal Le Monde, auteur du livre « Comment les riches détruisent la planète, mais aussi sortir du capitalisme », et Alain Prugner, qui est président de la commission de la recherche et professeur de droit à l'Université Laval, professeur de droit en commerce international. Alors voilà, je cède la parole maintenant à M. Kempf. Moi, je repartirais effectivement des mots. C'est qu'est-ce que veut dire l'autonomie, qu'est-ce qu'on entend? Alors, il y aurait déjà une autonomie culturelle. Peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais c'est aussi une notion à avoir en tête. Qu'est-ce que signifie une autonomie culturelle dans une ère de mondialisation qui n'est pas seulement une ère de mondialisation économique, mais qui est aussi largement une ère de mondialisation culturelle d'une certaine manière. Notre génération, votre génération est la première dans l'histoire humaine à être dans ce moment où, d'un bout à l'autre de la planète, malgré la différence énorme des modes de vie, malgré la différence énorme des niveaux de vie, nous savons de Québec à Bombay, de Paris à Jakarta et de Montréal à Guatemala Ciudad, les uns et les autres, plus ou moins comment nous vivons. Mais je pense que votre préoccupation était plus de poser la question par rapport à l'autonomie économique. L'autonomie économique, ça signifie, me semble-t-il, tout simplement la capacité à s'assurer soi-même les moyens d'existence. Et en fait, ça nous renvoie au niveau nécessaire que l'on considère comme étant les moyens d'existence. Les moyens d'existence et l'autonomie dans un grand pays riche comme le Québec ou la France est sans doute pas tout à fait le même niveau de moyens d'existence que celui du village où l'on cultive le mil et le coton dont nous a parlé M. Lanko-Andé en introduction. Donc on y reviendra, mais il y a déjà une première question de se poser, c'est l'autonomie, à quel niveau, pour quels moyens d'existence, pour vivre comment. Le mot local aussi est important. Est-ce qu'il s'agit d'être l'autonomie de l'individu, du foyer, qui vivrait sur lui-même sans avoir de grands besoins d'échange avec les autres? Est-ce qu'il s'agit d'autonomie au niveau du village? Est-ce qu'il s'agit d'autonomie au niveau de la MRC, de la région, de la province, du pays? Par exemple, dans
une province comme celle du Québec, est-ce qu'il s'agit de se poser la question de l'autonomie du Québec par rapport au reste du Canada? Donc il faut, je pense, on est dans une logique, et votre question qui laisse entendre que l'autonomie est une bonne chose, eh bien, dans ce principe général d'autonomie, il faut regarder à quel niveau d'autonomie on se situe, et le fait de poser la différence des niveaux implique en fait qu'il y aura toujours des échanges, évidemment, et que cela devrait aller de soi, mais autant le préciser. Quand on parle d'autonomie, on entend autre chose que l'autarcie. L'autarcie, c'est l'idée d'être sans doute replié sur soi-même parce que l'on considère que l'ensemble de ses moyens d'existence sont assurés par sa propre production et son propre façon d'être sur un lieu, et que donc il n'y a pas besoin d'échange avec l'extérieur. Je pense que l'autonomie est différente et consiste à être dans un principe général de liberté, de réduction de la dépendance à l'égard de l'extérieur, mais être quand même ouvert à un certain nombre d'échanges. Et c'est là pourquoi, et je pense que cet exposé est introductif, il faut clairement se poser la question du niveau d'autonomie dont on parle. En fait, si on recherche une logique d'autonomie, l'idée c'est de retrouver des marges d'autonomie à chaque niveau, mais tout en étant en quelque sorte à la fois dans une démarche personnelle, mais dans une démarche politique qui posera de manière plus claire une logique fédérative aux différents échelons, et y compris à l'échelon planétaire. Je distinguerais aussi une autonomie économique et une autonomie politique. Par exemple, et peut-être le dirais-je à titre légèrement provocateur, il serait possible d'avoir une autonomie politique tout en restant dans une dépendance économique. On peut imaginer, par exemple, qu'une province d'Amérique du Nord, pour s'assurer une indépendance politique à l'égard d'une fédération de provinces dans laquelle elle serait située, soit en indépendance et politique, mais du coup, soit dans une grande dépendance économique à l'égard d'un voisin du Sud, qui serait le moyen, le client essentiel, le consommateur des productions de cette province. Bon, je ne vais pas me cacher derrière le petit doigt, mais comme j'ai eu depuis une dizaine de jours des discussions à propos, ça revient souvent, et qu'est-ce que vous pensez de la souveraineté du Québec? Je me dis, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse définitive, et c'est de toute façon aux Québécois de se la poser, mais en tout cas, il y a une notion importante à avoir, c'est que si c'est une indépendance politique dans une dépendance économique, je ne suis pas sûr que l'on gagne au change. Ensuite, mondialisation. Je crois qu'on peut penser... D'abord, j'ai parlé de la mondialisation culturelle, mais là aussi, puisqu'on est implicitement dans une dominante de raisonnement économique, la mondialisation économique correspond en quelque sorte à l'égalisation des conditions de la concurrence à travers le monde par le coût du travail. Et ce qui conduit souvent à des choses étranges, comme par exemple le fait que des firmes forestières québécoises exporteront des bois vers la Chine, où là, les bois seront découpés en planches vernies, etc., et réexportés vers le Québec en tant que produit fini. Pourquoi? Parce que le coût du travail en Chine serait considérablement inférieur au coût du travail au Québec. On pourrait prendre évidemment l'exemple avec tout autre pays que le Québec. Alors, qu'est-ce qui a permis cette évolution très impressionnante dans les dernières décennies? D'abord, une libération des mouvements de capitaux à l'échelle planétaire et entre entreprises de manière systématique et délibérée à partir des années 1980 et l'arrivée au pouvoir aux États-Unis de M. Ronald Reagan, en Grande-Bretagne de Margaret Thatcher, et qui ont enclenché une logique systématique de libération des mouvements de capitaux. En revanche, en ayant une attitude tout à fait différente en ce qui concerne les mouvements de travailleurs. Alors ça a eu souvent dans la présentation écrite de ce débat des effets positifs, dans la mesure où ça conduit effectivement et indubitablement à une réduction du nombre de pauvres dans un certain nombre de grands pays, notamment en Inde et en Chine.
ça a aussi eu beaucoup d'effets négatifs qui sont apparus avec plus de force dans la dernière décennie en matière d'inégalités qui sont très grandes au sein même de ces grands pays émergents, Inde et Chine, et qui commencent à créer des tensions sociales de plus en plus grandes, des évolutions aussi très discutables dans un pays comme le Mexique, sur lequel le bilan de 20 ans de mondialisation et d'ouverture à travers le traité de l'ALENA vers les courants commerciaux de ses grands voisins du Nord ne se traduit pas forcément par un bilan positif. Et puis l'appauvrissement d'un grand nombre de régions du monde, notamment l'Afrique, qui a été évoquée tout à l'heure à très juste titre, c'est-à-dire que cette libéralisation des mouvements de capitaux ne s'est pas toujours fait, loin de là, à l'avantage des populations des pays du Sud. Bon. Un autre point important à souligner qui me paraît tout à fait essentiel, c'est que cette mondialisation a été permise en large partie par une baisse forte des prix de l'énergie à partir de la fin des années 80, à partir du milieu des années 80, et qui nous a conduit à des taux historiquement bas du prix de l'énergie jusqu'au début des années 2000. Et c'est un facteur tout à fait important, puisque s'il est possible, par exemple, que des travailleurs chinois qu'on trouve avantage à envoyer du bois, une matière pondéreuse, vers la Chine pour la transformer en planche et pour ensuite la renvoyer dans les supermarchés du Canada, c'est bien parce que les coûts de l'énergie sont extrêmement bas, ont été extrêmement bas pendant cette période. Je pense que, et c'est un des facteurs qui va commencer à changer les choses, on sait que l'on est rentré dans une inversion de cette logique tendancielle de la chute des prix de l'énergie. Nous sommes au contraire maintenant rentrés dans une augmentation tendancielle des prix de l'énergie liée au phénomène du pic pétrolier. Je pense que c'est quelque chose qui vous est familier, donc je ne vais pas le détailler, et qui va donc changer le sens de la mondialisation. Je dirais qu'un autre aspect extrêmement important dans cette mondialisation économique qui s'est produite depuis 3 décennies avec beaucoup de vigueur est le fait que cela s'est produit dans une absence totale de prise en compte de l'impact sur l'environnement de cette expansion énorme du commerce mondial et dans qui a suscité ou permis souvent des croissances extraordinaires dans des grands pays émergents. La Chine et l'Inde, comme on a cité, mais aussi a permis une croissance tout à fait extraordinaire dans nos pays, puisque les États-Unis ont été souvent à des taux de 3, 4, 5% de croissance. Même l'Europe, dont on dit souvent qu'elle est à des niveaux faibles, sont des niveaux de 1 à 2% de croissance. Juste un chiffre pour bien situer l'importance de ces tendances, c'est qu'une croissance de 2% sur 25 ans se traduit par une augmentation de 65% de la richesse produite. Donc voilà, croissance qui était extraordinaire, mais qui s'est faite au détriment de l'environnement et qui nous conduit maintenant à une crise écologique majeure et qui, même si nous sommes engagés depuis 2 ans, depuis l'été 2007, dans un affaissement du système financier et dans une récession économique, reste le problème principal auquel la société humaine, puisque c'est bien maintenant du fait de la mondialisation culturelle dans laquelle nous sommes engagés, c'est la société humaine qui se trouve confrontée à ce défi tout à fait majeur de la crise écologique. Alors, au regard de ces 3 éléments, libération des mouvements de capitaux, baisse tendancielle du coût de l'énergie pendant une longue période et non prise en compte de l'impact de l'environnement, on peut penser qu'on est en phase de retournement des logiques et que cette mondialisation économique va se ralentir, voire et prenons simplement le principal critère, le principal paramètre de mesure, d'observation de cette mondialisation qui serait le commerce international. On peut penser que le commerce international est non seulement en voie de ralentissement, mais en voie éventuellement de contraction, et que c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que cette libération des mouvements de capitaux s'est aussi traduite par une
constitution d'une bulle financière tout à fait exagérée et qui s'est traduite par une économie générale de l'endettement dont on mesure maintenant depuis 2 ans à quel point elle est nuisible et elle a totalement déséquilibré nos systèmes économiques. Donc on est rentré dans une logique, qu'on le veuille ou non, de régulation des capitaux. Je dis qu'on le veuille ou non parce que je ne suis pas persuadé que le président de la République française, que vous avez cité tout à l'heure, est vraiment à l'esprit de pousser loin cette régulation nécessaire des systèmes financiers, des systèmes bancaires. Donc là, il faudra qu'il y ait une pression continue des sociétés, des opinions et des citoyens pour imposer cette régulation financière qui, c'est clair, rendra plus difficile les mécanismes de délocalisation, de spéculation à tel ou tel endroit. Les paradis fiscaux. Deuxième point, on est rentré, je l'ai signalé, dans une reprise lente des prix de l'énergie qui va progressivement rendre plus coûteux le commerce international, les déplacements, on le voit déjà avec le trafic aérien. Et troisième point, il est clair que la question environnementale se pose maintenant avec une urgence telle qu'elle va recréer, en tout cas il faut le souhaiter si les rapports de force politique et la prise de conscience par nos concitoyens de ces phénomènes leur permettent d'influer sur les politiques menées au plus haut niveau, et bien que la prise en compte de la question environnementale va conduire à changer ces mouvements de commerce international, ces mouvements généralisés de délocalisation, cette recherche systématique du produit à moindre prix. Alors, tout ça pour dire que finalement, le changement dans le caractère de la mondialisation économique qui commence à se produire, qui, à mon sens, n'est pas contradictoire avec la mondialisation culturelle, d'une certaine manière bien au contraire, puisque prendre en compte l'environnement à l'échelon international, ça veut dire qu'on se crée une culture commune des défis qui se posent à tous, que l'on soit en Afrique, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie ou en Amérique latine. Et que donc on est dans un contexte favorable pour encourager les logiques d'autonomie qui trouvent leur légitimité principale du fait que ne pas importer de fraises de Nouvelle-Zélande et manger des patates en hiver plutôt que des cerises a un sens écologique évident. Voilà. Alors, ceci dit, pour que les choses soient claires, et je prends cet exposé de manière tout à fait introductive, il y a une condition absolument essentielle pour permettre d'aller vers ces formes d'autonomie ou ce développement des autonomies aux différents niveaux qu'on a évoqués tout à l'heure, tout en restant dans une logique d'échange, mais peut-être en étant plus attentif aux mécanismes ou à la nature des échanges qui peut-être seraient plus culturels et moins économiques, eh bien, c'est de revenir à la question que je vous proposais tout à l'heure, c'est qu'est-ce que signifie l'autonomie, qu'est-ce que signifie s'assurer des moyens d'existence, et donc quel est le niveau légitime, juste, acceptable, supportable, efficace, je ne sais pas quel est le mot qui convient, mais avec quels moyens d'existence pouvons-nous vivre ? Et il est clair que, et particulièrement dans les pays riches et les pays développés, où nous pouvons et devons rechercher ces logiques d'autonomie locale, quel qu'en soit le niveau, un préalable pour le rendre possible est d'interroger le niveau des moyens d'existence qui nous paraît souhaitable, qui nous paraît désirable. Et il est clair, je résume ici, mais il est clair que nous ne pouvons pas aller vers une plus grande autonomie dans ce contexte d'une crise écologique majeure et d'une réaugmentation des coûts de l'énergie si nous voulons maintenir le niveau de consommation matérielle et de consommation d'énergie qui est maintenant celui des pays du Nord. Autrement dit, aller vers l'autonomie
réduire nos dépendances par rapport aux grands flux commerciaux et par rapport aux grands flux de capitaux signifie aussi très clairement qu'il faut se mettre en situation, en réflexion de réduire nos moyens d'existence, de réduire notre consommation matérielle et de réduire notre consommation d'énergie. Donc c'est en ce sens-là que je répondrai oui à la question qui est posée. Oui, l'autonomie locale est possible en ayant une conception du local, vous l'avez compris, assez extensive, en ayant à l'esprit que l'autonomie n'est pas l'autarcie, mais un désir de vivre en respect avec l'environnement et en respect avec les grands défis de l'époque, mais en ayant une logique d'échange humain et culturel, mais que cette possibilité n'est réellement ouverte, sauf si nous voulons aller vers une crise de plus en plus criante. Cette possibilité n'est réellement ouverte que si la démarche politique d'aller, et j'emploie le terme politique au plein sens du mot, c'est-à-dire le choix d'une société qui, de manière plus ou moins consciente et volontaire, décide d'aller dans une direction, cette autonomie n'est possible que si elle est aussi cohérente avec l'acceptation du fait que nous devons réduire notre consommation matérielle, réduire notre consommation d'énergie, sans doute, ou même très certainement, en revanche, en ayant l'idée d'augmenter la richesse de nos liens sociaux et de nous investir davantage. Je ne sais d'ailleurs pas si le terme d'investissement, enfin ne le prenez pas au sens économique, mais je le dirais plutôt en termes d'énergie humaine, d'investir davantage dans les domaines de la santé, de la culture, de l'éducation, et qui se jouent là aussi de manière tout à fait locale. Voilà, j'espère que j'ai été dans le temps que vous m'aviez imparti et je vous remercie de votre attention. D'abord, je prendrais peut-être le concept de mondialisation, peut-être celui qui est le plus piégé, dont il est quand même intéressant de noter, comme le faisait récemment Paul-André Comeau à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale dans un colloque cette semaine, on peut remarquer que mondialisation n'existe pas en anglais. Hein. C'est un terme qui est purement, qu'on utilise beaucoup en français. Les Anglais ne parlent que de globalisation. Donc la globalisation, l'aspect, et qui, en anglais, a quand même un caractère différent de celui qu'on trouve en français avec ces termes de mondialisation. La mondialisation, on tend à la traiter comme une espèce de phénomène naturel qui se produit. Il ne faut pas oublier que la mondialisation, c'est le résultat d'un projet politique des États. Ce sont les États qui ont décidé de créer ce processus de mondialisation à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et en ayant tiré un certain nombre de leçons de la crise économique des années 29 et 30 pour ne pas recréer une situation qui pourrait recréer des conditions qui mèneraient à un conflit mondial de même envergure. Et c'est là qu'en quelques années, ce projet, on a créé quasiment simultanément une mondialisation politique avec les Nations Unies, une mondialisation sécuritaire sur le plan des armées avec l'OTAN, là dans le contexte de la guerre froide, avec aussi une tentative de mettre sur pied, avec la charte de la Havane, une mondialisation économique qu'on n'a pas réussi immédiatement à créer, mais qui a quand même mené aux négociations du GATT et qui maintenant amène à l'OMC. À peu près à la même période, on a créé l'OCDE. Sur le plan financier, c'est le moment où aussi on a créé le FMI et la Banque mondiale. Et tout ça sont des créations des États. Aucune de ces institutions n'est autre chose qu'une organisation interétatique comme les Nations Unies. Par contre, il faut bien être conscient que même ces créations n'ont jamais fait disparaître les rapports de force entre les États. Et on voit très bien que le fonctionnement de ces organisations, qu'il s'agisse de l'ONU, du FMI ou d'autres, introduit et essaye, je dirais, de tenir compte des rapports de force entre les États. Mais la mondialisation est donc quand même le résultat d'un projet politique, et d'un projet politique qui a été pensé et mené par les États. Même les multinationales et les grandes forces qu'on a, au fond, sont en bonne partie plus issues du processus
de mondialisation, que c'est elles qui l'ont dirigée. Donc là-dessus, la mondialisation a un passé assez fort et a une structure et répond à des besoins qui ont été exprimés au départ par des autorités locales, les États. Là-dessus est venu se greffer, et là-dessus je rejoins tout à fait l'analyse d'Hervé Kempf, dans les années 80, l'idéologie du libéralisme ou de l'ultralibéralisme économique, influencée par l'école de Chicago, Reagan, Thatcher et jusqu'à Bush, et qui, elle, était une idéologie, à mon avis, qui s'est placée dans le cadre de mondialisation, mais qui n'est pas l'idéologie de la mondialisation. En particulier, cette idéologie prônait beaucoup le dépérissement de l'État, l'affaiblissement du rôle de l'État par rapport à un marché global dont les tenants et aboutissants échappaient au contrôle des autorités étatiques. Il y avait aussi, et cet objectif majeur, la déréglementation des marchés, surtout du marché financier, et avec les produits, et avec tout ce que a entraîné cette mécanique. Mais c'est une idéologie qui reste, qui a eu un temps, qui a eu des effets et qui a mené à la crise qui est la crise actuelle, mais qui est une crise d'un autre type. La crise que nous voyons, et là-dessus aussi, on peut constater que l'un de ses premiers effets, c'est je dirais, la réhabilitation du rôle de l'État, en particulier dans la réglementation des marchés, qu'il s'agisse des marchés financiers, on le voit très bien là, dans les marchés bancaires et autres, mais aussi d'une façon plus générale. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même. Je dirais que le marché est un mécanisme autodestructeur. Smith et Ricardo en ont fait la démonstration depuis très longtemps. Le marché a besoin d'un encadrement, a besoin d'une régulation pour pouvoir fonctionner efficacement. La déréglementation a donné les résultats auxquels un certain nombre de gens s'attendaient déjà depuis pas mal de temps, parce qu'il est certain que le marché, laissé lui-même, finit par s'auto-détruire, comme on a pu le constater pour le marché financier l'an dernier. D'ailleurs, on a pu voir que ce marché s'est autodétruit à un plan d'abord local. Les répercussions ont été générales, mais la crise financière fondamentale est venue du marché spéculatif immobilier des États-Unis. On voit donc maintenant revenir en force une reconnaissance de je dirais, du rôle économique des États, parce que l'idéologie antérieure de l'ultralibéralisme était aussi une idéologie de liquidation du welfare state. Toute la structure qui a été mise en place était menacée, bien entendu, par cette diminution du rôle de l'État qui devait abandonner son rôle de protecteur du bien-être de la population. Ici, on voit réapparaître ce rôle avec une croissance de son interventionnisme, je dirais, à la fois au niveau financier et économique. Alors là-dessus, je pense qu'il y a des éléments qu'on peut regarder avec un changement dont on peut constater au moins le changement de discours. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un grand changement de réalité, par exemple, sur les paradis fiscaux, mais au moins on a un changement de discours. Il y a 2 ans, aucune conférence internationale n'aurait condamné les paradis fiscaux dans l'ambiance dans laquelle nous étions, l'ambiance idéologique, je dirais, de l'époque. Donc, à partir de là, comment apprécier la mondialisation et l'autonomie locale? L'autonomie locale, pour l'instant, pour moi, c'est peut-être un défaut de juriste, mais je l'aperçois surtout à travers l'État. Alors, c'est l'État qui est l'expression, qui est pour l'instant d'ailleurs la seule expression légitime au plan international et au plan interne, parce que c'est le seul endroit où les décisions
peuvent être prises sur une base le plus souvent, enfin maintenant dans beaucoup d'États, sur une base démocratique, ce n'est pas encore le cas de tous, mais qui donnent une légitimité à l'action de l'État dans son rôle économique à l'égard de sa population. Or, quelles sont les bases de l'intervention de l'État? Normalement, c'est la sécurité. Historiquement, le premier rôle de l'État a été de garantir la sécurité de la population. Et là, quand on regarde, prenons simplement déjà cet aspect sécuritaire, puis on va revenir vers l'économie rapidement, mais on se rend bien compte ici, parce que l'importance qu'a repris peut-être d'une façon encore plus marquée cette dimension du rôle de l'État dans nos sociétés actuelles, et l'impact ici de la mondialisation. Auparavant, la sécurité était vraiment une préoccupation très locale. Il fallait avoir les forces locales pour assurer la sécurité intérieure avec la police et extérieure avec l'armée. Mais à partir du moment où on avait une bonne armée et une bonne police, on était en contrôle, en quelque sorte, de sa sécurité locale. Aujourd'hui, on se rend compte que la sécurité, il n'y a plus un seul pays qui peut traiter localement sa sécurité. La sécurité est devenue un élément au plan mondial. Même chose d'ailleurs pour la santé. Auparavant, la santé était aussi quelque chose qui était très appréhendé à un niveau local. Aujourd'hui, on fait face à des menaces de divers types au plan mondial, sur le plan de la santé, qui exigent une action coordonnée mondiale. Donc, au plan de la sécurité, au plan de la santé, deux éléments très traditionnels d'intervention des autorités d'autonomie locale. L'autonomie locale est obligée de rentrer dans un processus, je dirais, de coordination avec les autres. On ne peut plus être autonome tout seul. On peut être autonome avec les autres en coordonnant les autonomies. Et donc, il n'y a pas d'opposition de ce point de vue-là, de ma perspective, entre l'autonomie locale et la mondialisation. La mondialisation est l'expression collective de l'ensemble de ce que veulent les autonomies locales de ce côté-là. Et alors, si on revient maintenant à l'économie, je dirais qu'il est assez clair que le principe ici est identique. Il n'y a effectivement plus de possibilité d'autarcie économique. Il n'y a plus de possibilité de penser qu'on peut vivre un développement économique tout seul dans son coin. L'économie est nécessairement d'envergure mondiale et l'autonomie va s'exprimer dans ce cadre. Alors, on en voit des exemples qui peuvent être jugés parfois un peu caricaturaux, mais malgré tout, il est intéressant de voir à quel point, justement, le G20, dans sa dernière réunion, une de ses grandes décisions, et probablement les plus intéressantes à long terme, c'était de redonner un rôle majeur au FMI, mais en modifiant peut-être aussi certains des éléments. C'est-à-dire que le FMI, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est la vraie banque. Ce qu'on appelle la Banque mondiale n'est pas une banque, c'est un organisme de développement. Le FMI, là, c'est une vraie banque. C'est lui qui gère, qui a la fonction des États. Il ne faut pas oublier que le FMI, ce sont les États, mais ce sont eux qui s'entendent pour comment essayer de contrôler les flux financiers internationaux. Bon, là, on vient de redonner un certain rôle au FMI. Alors, on peut caricaturer le FMI en disant que, par ailleurs, il y a des tas de choses qui ne sont pas faites au mieux des intérêts communs, mais sa fonction normale est d'essayer de dégager l'intérêt commun et de refléter les besoins des participants, qui, dans son cas, sont toujours les États. Les États, quand le directeur du FMI s'adresse à ses commettants, il s'adresse à des États. Et le G20 vient d'intervenir dans ce sens-là. Alors on voit que au plan financier, la crise qui vient la plus rapidement, c'est la crise financière. On a donné un certain rôle au FMI. On constate effectivement qu'on risque d'avoir une baisse du commerce mondial, mais en même temps, pas une baisse, je dirais, ça va être une baisse
dans les relations de production entre un certain nombre de pays. Et il va y avoir, mais dont on va essayer de voir quel sera l'impact réel. Pour arriver à ce moment-là, sur le plan économique, comment essayer de voir l'avenir? Moi, je dirais les mesures qu'on peut essayer de prendre. Il y a plusieurs façons, je dirais, d'essayer de bâtir la réaction. Alors, il y a celle de peut-être de refonder ou de sortir du capitalisme, mais je dirais qu'il y a peut-être moyen aussi d'essayer de trouver, de mettre le capitalisme, ou je dirais son expression, moi, que je trouve la plus intéressante ici, qui est quand même le marché. Au fond, le marché, c'est ce qui est à la base du problème quand il est mal utilisé. Est-ce que le marché ne pourrait pas être modifié pour devenir lui aussi un élément de solution? Et le contrôle des marchés qu'on est en train d'essayer d'introduire pourrait être mené de façon à faire jouer au marché un rôle régulateur au profit des dimensions, en particulier des dimensions écologiques ou de développement durable qui existent. Je dirais, prenons l'exemple de Kyoto. Kyoto a utilisé les mécanismes de marché pour développer l'intégration dans les perspectives économiques des entreprises, les effets de leurs activités et de les rendre monnayables, de créer un marché des effets de serre. On a ici un usage du marché qui donne en tout cas certains effets intéressants. On pourrait faire la même chose et essayer de faire que le marché intègre le coût réel. Actuellement, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup de produits, on ne paye pas le coût réel, on ne paye pas le coût du recyclage de ce produit, on ne paye pas le coût du transport tel qu'il aurait dû être fait, parce qu'on a subventionné en bonne partie le transport, et aussi, bien sûr, on a bénéficié d'un coût de l'énergie qui était anormalement bas et qui est revenu un peu bas, mais ça ne devrait pas durer très longtemps. Mais qu'on intègre tous les coûts réels dans les règles de fonctionnement des marchés, et peut-être que les marchés vont finir par nous donner à ce moment-là un résultat qui va rejoindre peut-être celui qu'on pourrait atteindre par d'autres moyens, mais qui a l'avantage de pouvoir être peut-être plus facilement mis en place actuellement, parce que là, on est dans un contexte qui donne, je dirais, aux États qui le veulent, donc aux autonomies locales, le moyen de redéfinir un peu plus les règles du jeu de fonctionnement des marchés et de faire que l'autonomie locale puisse bénéficier du résultat de ce fonctionnement, tout en maintenant cette nécessité de coordination avec les autres, parce qu'on est maintenant dans un univers où on ne peut pas faire l'économie d'une coordination. Merci. Oui, mon nom c'est Geoffroy Ménard, je suis étudiant en agroéconomie. Ma question s'adresse à nos deux conférenciers. Quand je pense aux grands problèmes auxquels l'humanité fait face actuellement, les guerres, la pauvreté extrême, l'épuisement des ressources, les changements climatiques, tout ça, il me semble que ça ne sera pas résolu par plus de libéralisation des échanges et plus de croissance économique. Vous avez mentionné quelques pistes de solutions, vous avez parlé tous les deux de régulation. Vous avez parlé d'internalisation des coûts externes, vous avez parlé de réorientation. Concrètement, quel pourrait être un modèle de développement qui nous permettrait de répondre à ces problèmes-là? Quels mécanismes les États pourraient utiliser? Est-ce que ça serait de continuer dans un système de marché libre avec une intervention plus grande de l'État? Ou sinon, quels autres mécanismes? M. Prugner?
Écoutez, je dois dire que le modèle est en bonne partie à inventer, hein, parce que jusqu'ici, on n'a pas eu de modèles économiques qui ont vraiment, d'une façon complète, intégré les contraintes, en particulier les contraintes écologiques. On a vu un premier essai avec Kyoto. Je dirais que ça a été un premier essai pas totalement réussi, non seulement du fait que tout le monde n'a pas suivi, mais je dirais que les progrès des marchés liés, je dirais, à l'approche de Kyoto, à mon avis, pourraient encore être bonifiés. Mais je pense que la façon dont les marchés existent actuellement, si on obligeait beaucoup plus à intégrer dans les coûts et dans l'évaluation des coûts des produits, le coût réel de l'impact sur l'environnement, le coût réel du traitement qu'on va être obligé de donner aux produits en question, le coût réel du transport. Et je dirais que si on introduit... si vous voulez, je pense qu'il est plus efficace d'utiliser les coûts dans le marché que d'essayer de créer des barrières pour rendre les déplacements plus difficiles. Pour ça, moi, mon approche est plutôt de jouer sur la véracité du coût du bien et du service. Donc, ça peut produire... Peut-être que ce n'est pas non plus le seul moyen, je pense que c'est un des moyens qu'on peut utiliser, mais plutôt que d'essayer de recréer des barrières artificielles au transport. Je pense que ça, ce serait une régression qui ne bénéficierait à personne. Alors que si on intègre le véritable coût d'échange, ben là, à mon avis, on peut arriver à un rééquilibrage des échanges en question. Se servir du marché, M. Kampf, pour développer des mécanismes comme Monsieur l'a dit, est-ce que c'est rester dans le capitalisme? Non, moi j'opère une distinction très nette entre l'économie de marché et le capitalisme, c'est-à-dire l'économie de marché dans son domaine a une capacité assez efficace à produire des biens et services de manière libre, mais le capitalisme, c'est la marchandisation étendue à l'ensemble des rapports humains et c'est l'impérialisme de l'économie sur l'ensemble de la société. Donc, dans ce post-capitalisme sur lequel nous nous interrogeons, eh bien, l'économie de marché garde une place. On n'est pas dans la planification socialiste, on n'est pas dans l'URSS. Au contraire, on a cette expérience historique, donc on sait les périls qu'il faut éviter. Et la liberté est au cœur du projet de ce post-capitalisme. Donc, on garde l'économie de marché. En revanche, on la borne clairement. On la borne sur l'idée qu'il y a des réglementations environnementales et sur les droits des travailleurs qui doivent être respectés. On utilise tout à fait, je suis d'accord avec vous, la tarification et l'intégration des coûts environnementaux dans les prix. Au passage, cette intégration dans les coûts ne peut se faire que par l'instance de régulation collective qui s'appelle l'État, mais un État qui serait démocratique et au service des citoyens et pas de l'oligarchie. On revoit aussi les indicateurs de performance comme le PIB, on s'intéresse à l'indice de développement humain, on s'intéresse à l'empreinte écologique, on travaille là-dessus. Et puis, plus en avant, donc il y a cet article. Et puis on borne le marché aussi dans ces domaines d'extension. C'est-à-dire que le marché peut être très efficace pour produire des verres, pour du papier, des bics, des micros, etc. En revanche, il y a un certain nombre de domaines qui, en raison de leur importance sociale et de leur importance sur le long terme, n'ont pas vocation à être gérés par le marché. Donc la santé, l'éducation, la culture, l'agriculture, l'énergie relèvent de la décision collective. Et puis, si vous me permettez 2 mots de complément, puisque votre question était large, je disais, mais est-ce qu'il y a sinon un autre modèle, du moins une autre façon de faire? Oui, d'une part en faisant beaucoup plus fond sur la coopération en tant que mécanisme économique, pas seulement en tant que valeur, même si c'est absolument essentiel, qu'il faut qu'on substitue les valeurs de coopération à la valeur de compétition qui domine et qui, à mon avis, envenime et empoisonne notre système de valeurs collectives, s'appuyer sur la coopération, y compris en matière économique. C'est-à-dire l'idée que les travailleurs
où les consommateurs sont partie prenante de la décision collective, de l'acte de produire, se répartissent et décident collectivement comment on répartit les bénéfices, est un instrument tout à fait utile. Et je dirais un autre élément, sans faire un tour complet, posé clairement comme nécessité le revenu maximal admissible, c'est-à-dire une réduction forte des inégalités en disant il est peut-être légitime ou acceptable que des gens gagnent 10, 20, 30, 40 fois plus que les autres, je ne sais pas quel doit être le niveau. En revanche, 500 ou 1000 fois comme actuellement, c'est absolument impossible. Donc revenir, réutiliser des règles fiscales qui ont été très souvent utilisées d'ailleurs à la sortie du New Deal ou pendant les années 60, c'est-à-dire mettre un niveau d'imposition important sur les tranches supérieures de revenus au-delà d'un certain plafond. C'est l'État qui ferait ça, juste une petite précision. Attendez, je vous rappelle que ce sont les États, je veux dire. Je vous rappelle qu'on est en démocratie. On est en démocratie et l'État est l'expression des citoyens. Et je vous rappelle que dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, par exemple, un des premiers articles porte sur le fait que c'est les citoyens qui collectivement élisent leurs représentants pour décider de la capacité contributive de chacun. C'est-à-dire la question de l'impôt est au cœur de la démocratie. C'est comment, par rapport aux besoins que M. Pruginer a tout à fait justement souligné de sécurité, de régulation collective, etc., comment est-ce qu'on... Donc il y a des besoins d'argent collectif qui vont être par l'impôt, et c'est les citoyens qui décident le niveau juste d'impôt. Madame? Est-ce qu'actuellement, on peut faire confiance à la vision des économistes actuels et dominants pour nous sortir de là? Et moi, je vous dis, je n'ai plus confiance. Les économistes, il y en a plusieurs, et on dirait qu'on revient aujourd'hui à Keynes, qui était John Maynard Keynes, qui était un peu tabou depuis les années 80. Et puis là, est-ce que, comme Madame l'a dit, est-ce qu'on peut faire confiance au néo-keynésianisme qui se développe actuellement? Moi, je dirais non. C'est sortir Keynes, c'est aller chercher au grenier, dans le placard, la statue couverte de poussière de l'icône pour nous protéger de la sécheresse. Enfin, je ne sais pas si vous voyez l'image, mais ça a un côté... voilà. Non, c'est ce qu'on fait actuellement. Oui, mais c'est ce que font les économistes dominants dont parle Madame, qui, il y a 3 ans, nous vantaient encore les mérites du néolibéralisme, parce qu'ils n'osaient pas dire capitalisme. Donc, réapproprions le mot, et moi je dis clairement capitalisme pour ne pas dire néolibéralisme. Et puis, il y a 3 ans, ils disaient le marché, le marché, le marché. Et puis maintenant, ils nous disent, oh là là, Keynes. Mais le problème avec Keynes, c'est qu'on est toujours dans cette logique. Il faut relancer l'économie, il faut réinjecter du pouvoir d'achat, il faut augmenter la consommation. Or, une fois de plus, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Keynes, que j'ai étudié en tant qu'étudiant en économie, mais il correspondait parfaitement à son époque, qui était celle de 1936. On est en 2009. Alors simplement, ce que les économistes dominants nous ressortent Keynes, c'est parce que ça leur permet d'éviter de poser clairement la question de l'inégalité et de la répartition des richesses, parce que c'est un problème qui est assez peu présent dans Keynes, et en tout cas pas dans la version du keynésianisme un peu primitif qu'on nous présente en disant en gros il faut que l'État fasse tourner la planche à billets et puis l'inflation on verra bien ce qui se passe, alors qu'on est déjà dans des économies superbement endettées, ce qui n'était pas le cas de 1930, et puis on oublie totalement surtout la question écologique qui détermine l'économie actuelle. On ne peut pas faire de la relance économique, surtout dans les pays riches. Moi, je suis européen, je parle des pays riches. Et je ne vais pas faire la leçon aux Africains, aux Chinois ou aux Boliviens. Voilà. Mais dans nos pays, nous, on ne va pas faire une relance. On n'a pas besoin de plus de consommation. On a besoin de plus de justice. On a besoin de s'orienter vers l'environnement. Et on a besoin de remettre notre société en... J'ose pas dire en harmonie, mais enfin en pacification intérieure, en faisant attention aux plus pauvres, à la santé, à l'éducation, au lien social. Donc, ils ressortent Keynes pour essayer encore de préserver l'équilibre branlant de l'ordre actuel. Oui, ils font ça, mais comme vous disiez, on en a un petit peu marre d'entendre ces économistes de la pensée dominante. Madame? Oui, Fanny Tremblay-Rasco, je suis étudiante en sciences politiques. Je me demandais si vous pensiez la question de l'autonomie locale en termes d'évolution de pouvoir, de pouvoir et de ressources des États-nations
vers les collectivités locales, là, que ce soit les municipalités, les villes-régions, de penser la question de l'autonomie locale au niveau politique avant de penser à la question de l'autonomie locale au niveau économique. Parce qu'en fait, c'est les collectivités locales qui ont la responsabilité de mettre en œuvre les politiques qui sont adoptées là, au niveau supérieur là, de gouvernement. Puis ils n'ont pas les ressources ni les pouvoirs de mettre en œuvre ces politiques-là, puis ni le pouvoir de s'autodéterminer, là, en fait. Je peux peut-être répondre sur un point là-dessus. On n'en a pas beaucoup traité, parce que ça, je dirais, parce que quand on est dans le rapport de mondialisation, on est de rapport entre États souverains. Donc là, ce sont les États, gros ou petits, mais ce sont les États entre eux. C'est vrai que ce qu'on appelle les autorités sous-étatiques sont souvent des partenaires importants. Parce que c'est eux qui vont mettre en place un certain nombre de choses, mais il y a très peu de traités, même dans lesquels ils ont vraiment une place. Hein. Donc c'est à eux de s'entendre avec leur État sur comment gérer l'intervention de l'État dans le domaine de la coordination. Il y a peu de coordination, je dirais, infra-régional qui se fait. Il y en a quelques-uns en Europe. Hein. En Europe, je sais que, par exemple, Rhône-Alpes, la Bavière et d'autres ont de temps en temps des opérations où ils essayent de se coordonner. Mais habituellement, ça passe toujours par les États. Alors, ce qui fait que c'est à chaque État de s'organiser pour que ces composantes locales aient les moyens et les ressources et leur mot à dire. On sait qu'au Canada, ici, on a un des problèmes réguliers, c'est le fait que, dans un certain nombre de cas, le fédéral va engager le Canada sans avoir consulté les provinces. Il y a des domaines dans lesquels il ne peut pas le faire. Alors, il est obligé de passer par les provinces parce que il ne pourra pas signer l'accord s'il n'a pas l'accord des provinces. Mais il y a d'autres cas où les pouvoirs fédéraux vont lui permettre d'agir directement. Et là, les provinces, après, ont les problèmes. Alors, on le voit le cas dans l'ALENA, par exemple, parce que ceux qui sont poursuivis, souvent, sont des législations provinciales dont on dit qu'elles sont en contradiction avec les règles de l'ALENA. Mais la province, elle n'a pas négocié l'ALENA. Alors, ça, c'est... Est-ce que je peux intervenir là en complémentaire? Oui, allez-y. Je pense notamment aux écrits de Jane Jacobs qui dit que l'activité économique dans les États-nations se produit dans les villes. Donc, il faudrait donner aux villes le moyen de s'autoréguler, en fait, aux véritables entités économiques, là où les échanges se produisent réellement, qui sont dans les grandes villes, là. On peut dire que c'est une utopie commune, et pas de façon péjorative, là, chez les écologistes. Je pense à Murray Bookchin aussi, qui dit qu'il faut que l'idéal, ce serait des petites communautés souveraines, une confédération de petites communautés souveraines. Est-ce que faire une dévolution radicale des pouvoirs, est-ce que ça aiderait pas et l'économie et l'écologie? Oui, et d'ailleurs, j'ai employé tout à l'heure le terme de fédératif qui renvoie à ça. Mais la dévolution des pouvoirs, elle fonctionne dans les deux sens. Il y a aussi une dévolution des pouvoirs vers le haut. Et ça a été souligné par M. Pruginaire tout à l'heure, et vous avez raison, et j'avais envie de réinsister là-dessus, c'est qu'il y a aussi une coordination au niveau supra-étatique qui est aussi importante. Je pense par exemple à l'Union européenne, qui est sur un très grand nombre de plans produit des résultats positifs, et qui est un choix de dévolution des pouvoirs pour une instance plus élevée. On pourrait aussi parler, par exemple, à propos de l'Afrique de l'Ouest, il y aurait un besoin sans doute de protection douanière régionale qui correspondrait aussi à un niveau fédératif et un choix fédératif sur un certain nombre de problèmes. Et puis, au niveau international, vous avez eu raison sur la santé avec la possibilité de grandes épidémies liées à la perte de la biodiversité ou par rapport à la question du changement climatique. On sent bien que là, on est maintenant, par rapport à un certain nombre de décisions qui appellent aussi une dévolution du pouvoir, d'une manière ou d'une autre, à l'échelon international, à s'engager dans des traités internationaux qui aient une vraie portée juridique. Et puis, il y a la dévolution du pouvoir à l'échelon en dessous, qui est aussi compliqué, parce que je ne sais pas si c'est le cas ici, mais souvent en France, on se retrouve maintenant avec un empilement d'échelons administratifs qui deviennent presque, pas invisibles, mais
imperceptible par les citoyens, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, la gestion municipale, régionale, départementale, enfin à tous les niveaux, puis maintenant on crée des nouveaux schémas, devient l'objet, enfin l'activité d'un corps presque de professionnels de la politique et échappe totalement aux citoyens. Donc on a aussi un enjeu dans la dévolution de pouvoir, d'en voir comment réanimer la démocratie, c'est-à-dire que faire en sorte que le souci d'être au plus près de là où la décision pertinente doit se prendre se fasse réellement avec une implication des citoyens. Et puis aussi une autre remarque, pas pour conclure, mais enfin pour conclure moi ma parole, c'est que attention aussi à l'idée dans la fédération qu'on ne soit pas dans une compétition entre la ville, la région, qui chercherait à profiter de son avantage pour le faire au détriment de l'autre. Par exemple, en matière de dumping fiscal ou de dumping de... excusez-moi d'employer ce terme anglais, je ne sais pas comment on dit en français, finalement, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il ne faut pas oublier aussi que l'État ou l'instance fédérative, l'instance suprapolitique est aussi un moyen d'assurer une égalité entre les différents niveaux d'intervention. Donc, si je comprends bien, à l'heure de la mondialisation, l'autonomie locale est dorénavant impossible? Non, parce qu'il y a aussi un concept, je ne sais pas s'il est utilisé ici, qui a été développé en droit européen d'ailleurs, je crois, qui s'appelle la subsidiarité, qui consiste à dire qu'il y a des choses qui relèvent du niveau supérieur. Prenons par exemple la question du changement climatique. Elle appelle un traité international et une coordination internationale. Et puis il y a des choses qui relèvent de l'échelon le plus bas. C'est le maire de la commune de Laval qui va dire il faudrait peut-être tondre les pelouses le long de l'autoroute le mercredi matin. Vous voyez ? Donc, je prends un exemple très caricatural évidemment, mais il y a l'idée aussi que l'autonomie peut se faire au bon niveau. Après, c'est comment on choisit, quel est le niveau pertinent. Moi, je suis plus préoccupé à la fois de l'esprit de l'autonomie et de la façon dont la démocratie se vit. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans des raisonnements presque juridiques, de description des mécanismes qu'il faut faire, mais d'une façon où les citoyens ne se sont pas réellement impliqués. Et je dirais que l'enjeu, y compris de l'autonomie, c'est de faire en sorte que les citoyens d'une ville, d'une région, d'un pays se sentent impliqués dans la décision collective. Se responsabilisent davantage? Oui, se responsabilisent, mais l'idée de se responsabiliser, ça veut dire que c'est à eux qu'incombe la tâche, mais aussi qu'on ait des systèmes, qu'on ait un système politique qui soit plus authentiquement démocratique dans son esprit, c'est-à-dire que les élus eux-mêmes ne se sentent pas investis de la possibilité d'avoir un certain pouvoir, mais se sentent en interaction permanente avec leurs mandants. Alors, c'est ce qui met fin à ce débat. Merci à nos conférenciers, Hervé Kempf et Alain Brugner. Et applaudissons-les, oui. Je pense qu'on a le droit.